Merci Marie. Il me reste peu de temps, non? Tout d'abord, j'aimerais remercier, il y a des gens qui sont ici sur place, qui ont contribué sans le savoir à cette présentation. Il y en a qui le savent très bien, en l'occurrence Daniel Nadeau, Denis Alema qui est postdoc dans l'équipe, Gwenaëlle Carrère qui est ici présent, Patrick Gagnon également, André Saint-Hilaire pour la co-direction de Gwenaëlle, de même que Bernard Long pour un prêt d'équipement. Enfin, on a utilisé un de ces équipements. De l'Université Laval, Yann Perriard, Sylvie Augumière, Sylvain Jutras et Jean Caron, et de l'EPFL, Marc Parlanche. Bien entendu, j'aimerais remercier tous les étudiants de l'équipe pour les découvertes et surtout, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Alain et moi et Daniel, on a discuté de cela dernièrement, que je ne devrais pas utiliser un sophisme ou une phrase, mais bon, c'est fait. Donc, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, comme c'est une présentation à saveur très pédagogique, un petit rappel des sciences hydrologiques et des extrêmes, l'hydrologie et le cycle de l'eau, les composantes génériques de base, de même que les échelles spatiales et temporelles caractéristiques. Ensuite, les opportunités de recherche. Qu'est-ce que le contexte des changements climatiques nous offre justement comme opportunité de recherche? Donc, au niveau de l'étude des processus et aussi au niveau de l'analyse et de solutions de problèmes. Enfin, le besoin de formation pour tous les étudiants qui sont ici et qui sont des témoins vivants de leur formation et de leur parcours académique. Vous allez voir que la plupart d'entre vous êtes assez bien formés, mais il y a toujours place à amélioration. Donc, au niveau des sciences hydrologiques, extrêmes, météorologiques et climatiques, tout d'abord, dans les années 90, les premiers travaux, si vous voulez, d'un point de vue pédagogique par rapport à l'hydrologie, ont reconnu la science hydrologique comme étant une géoscience interactive à plusieurs échelles spatio-temporelles, tant avec les sciences atmosphériques, géologiques et océanographiques que les sciences biologiques, dont l'interlocutrice qui me précède devrait être très heureuse de lire cette définition. Enfin, au niveau de l'étude des phénomènes, l'hydrologie s'intéresse aux phénomènes qui ont des incidences majeures sur notre bien-être, bien entendu, de même que les systèmes naturels. Et ce que l'on recherche, c'est surtout améliorer notre compréhension des processus qui, justement, gouvernent l'eau et son devenir, de même que ses constituants. Enfin, au niveau de l'analyse et la solution des problèmes, l'hydrologie est venue porter un fier coup de main, si on ne pourrait pas dire apporter de l'eau au moulin, à la construction des aqueducs, la disponibilité de l'eau pour la production d'énergie, l'exploitation des ressources naturelles, l'agriculture, les industries et évidemment la protection des dangers des crues et des étiages. Au niveau des changements climatiques, évidemment, ça a été dit, on ne fait que le répéter pour l'exercice académique, il y a une quantité d'énergie thermique qui met en masse des masses d'air, qui met en mouvement des masses d'air, et celles-ci vont être de plus en plus en mouvement, peut-être à une dynamique plus élevée, qui fait que ça va résulter en des fréquences et amplitudes accrues des événements extrêmes, crues, et évidemment aussi ça sous-entend tous les aspects météo, les éclairs, tornades, ouragans et évidemment les sécheresses. Pour le Canada, ce que là nous dit, c'est plus de précipitations liquides, moins de neige, plus de canicules. Et surtout, ce que l'on sait, nous, dans le monde occidental, c'est qu'au final, il va y avoir des catastrophes, et ces catastrophes-là vont coûter de l'argent, vont coûter, oui, des décès, moins de décès que dans certains autres pays dans le monde, mais ici, les impacts vont surtout être économiques. Donc, à titre d'exemple d'extrêmes météorologiques et climatiques, Janet Lubchenco, qui est une des directrices de NOAA, c'est pas mon garçon, celui-là, mais bon, elle a soulevé que pour l'année 2011, la période de janvier à novembre, il y avait eu 12 désastres aux États-Unis pour un chiffre monumental de 52 milliards de dollars en dommages, 1000 décès. Alors, ici sur la carte, ce qu'on voit de représenter, c'est ce qui se passe dans une année aux États-Unis. C'est énormément d'extrêmes et au cours des 20 dernières années, ces fréquences d'événements extrêmes-là ont augmenté et les catastrophes hydrologiques auraient été augmentées par un facteur de 3. Ce qui est très, très loin d'être non considérable. En ce qui a trait notre partie du monde, à nous, on peut se rappeler Irène, ici, en août 28 et 29. Et pour ceux qui se sont promenés dans les États du nord du Vermont ou du nord de New York, vous avez pu voir des catastrophes assez impressionnantes. Et pour renchérir, l'année dernière, Hurricane Sandy, qui a balayé une partie de Long Island, une partie des terres basses du New Jersey, qui a fait son chemin vers le nord et qui a laissé quelques cicatrices en bout de chemin. Donc, on n'est pas au bout de nos peines en ce qui a trait les événements extrêmes, et c'est pour ça que NOAA
de par ces services du National Weather Service ou Advanced Hydrological Prediction Service, ont besoin de plus en plus d'informations. Et alors, de nos jours, on va parler d'informations stratégiques au niveau de l'environnement. Donc, Environmental Intelligence. On en est rendu là, c'est une réalité, et ça découle vraiment des dommages économiques encourus justement par ces extrêmes climatiques-là. Donc, à titre d'exemple, ici, je présente une carte issue du site de NOAA du 21 mars dernier, où est-ce qu'on présente les risques d'inondations majeures, et on voit qu'il y a une belle ligne qui dit qu'au Canada, tout va bien. Mais ce n'est pas exactement ça, comme vous le savez. Donc, le 10 avril dernier, je vais sur le site du gouvernement manitobain et on nous dit, bon, il faut se préparer, risque d'inondation accrue sur les rivières Assiniboine et Souris en raison de neige additionnelle et du ruissellement printanier tardif. Donc, la météo, les événements extrêmes, ça n'a pas de frontières, on le savait, mais ça parle encore plus ici avec une image. Ce qui est intéressant par rapport aux extrêmes climatiques, c'est que, bon an, mal an, c'est notre quotidien. Donc ici, ce que j'ai de représenter, c'est les étés 2011-2012, la rivière Batiscan, non loin ici sur la rive nord, un bassin versant d'environ 4500 km². Été 2011, où est-ce qu'on a des débits près de la normale, et on se retrouve en fin d'été, au mois d'août, avec des débits qui effleurent, si vous voulez, les maximums. On se transpose à l'été 2012, qu'est-ce qu'on retrouve? Au début, des débits similaires à la moyenne, et oups, on frappe, quelqu'un a tiré la plug du drain, comme on dit, et oups, on se ramasse presque en étiage record. Donc, vous voyez que les extrêmes, ça nous module. Encore là, on regarde cette rivière-là, au printemps 2012, comparé du printemps que l'on vit en ce moment. On a des printemps relativement similaires. On a eu un hiver pas tellement neigeux, mais quand on regarde les débits, on s'approche d'une pointe presque qui est un extrême cette année. Donc, ce que vous voyez à votre droite. En bout de compte, la variabilité intrinsèque, on la vit au quotidien. Et l'homme réagit au seuil. Donc, si on se fait frapper très fort, on réagit. La moyenne nous réconforte. C'est ainsi. Au niveau de l'eau, la recherche en hydrologie, ce qu'elle s'attarde, les principales composantes génériques, on va s'attarder à ce qu'on appelle les stocks, les flux, les temps de résidence et les parcours de l'eau. Donc, vous avez la vision de l'ingénieur, ici représentée en ce qui a trait à sa vision du cycle de l'eau. C'est un enchaînement de boîtes connectées par des flux, et à l'intérieur de ces boîtes-là, il y a des temps de résidence. Et si on est intéressé à la qualité de l'eau, veut pas, on n'aura pas le choix de suivre le parcours, parce que la qualité de l'eau, au final, c'est l'empreinte anthropogénique et naturelle. Évidemment, comme François Anctil l'a bien présenté ce matin, on a des besoins d'informations nécessaires à certaines analyses de risque. Donc ici, par exemple, on présente des échelles spatiales et temporelles d'informations requises, et on voit que, par exemple, au niveau local, ce que ça peut vouloir dire à l'échelle d'une semaine, c'est d'être capable d'avoir l'information sur une crue éclair quelconque, donc avoir une bonne prévision météo, un modèle hydrologique qui ne se trompe pas trop, puis être capable d'avertir les populations par rapport à cette crue éclair-là. Et on se déplace totalement en diagonale vers le haut, et on aimerait bien avoir, d'un point de vue purement économique, agricole, on peut penser aux grands États américains où est-ce qu'on fait beaucoup de cultures maraîchères. À ce moment-là, on est intéressé à avoir une prévision de type saisonnière qui va nous permettre justement d'anticiper et de se préparer à une certaine récolte. Donc, on voit qu'il y a une disparité énorme en ce qui a trait aux préoccupations et aux échelles caractéristiques de besoins d'information. Traditionnellement, de la manière qu'on l'enseigne dans les cours d'hydrologie ou autres, on va parler de phénomènes à différentes échelles. Les échelles micro, méso et macro. Le genre de la modélisation hydrologique dont on va faire en général ici au Québec, au Centre d'expertise hydrique, c'est une modélisation de type méso-échelle, où est-ce qu'on se retrouve avec des bassins versants de l'ordre de 5 000 à 10 000 km², des fois plus petits aussi. Et ce qu'il faut se rappeler quand on regarde une figure comme celle-là, c'est qu'il y a des phénomènes qui vont avoir une fréquence très élevée à très petite échelle spatiale, et à un autre niveau, des fréquences beaucoup plus basses à des échelles spatiales beaucoup plus grandes.
Donc, à titre d'exemple, on veut regarder des cartes météo, on veut regarder des phénomènes synoptiques. Oui, il y a une variabilité temporelle qui est sur plusieurs échelles, mais au niveau spatial, il faut être à une certaine élévation, si vous voulez, au-dessus du globe pour pouvoir apprécier ce changement synoptique-là. Ce qui est représenté à votre droite, c'est une vision d'un bassin versant type mésoéchelle dans lequel on le circonscrit dans un volume de contrôle, où est-ce qu'on a des entrées d'humidité, des précipitations sur le bassin, une évapotranspiration, donc cette humidité qui retourne vers les nuages. Et en même temps, on peut faire un zoom sur une région très, très petite sur laquelle on va regarder des phénomènes qui vont se dérouler à des fréquences très élevées. À ce moment-là, on a besoin de décrire de manière très précise si on est intéressé à prédire l'écoulement. Est-ce que les lois que l'on utilise et qui fonctionnent bien à ces échelles-là, peut-on les appliquer à de plus grandes échelles? Eh bien, c'est le chemin de croix de tout hydrologue et c'est la difficulté avec laquelle on doit vivre. Au final, ce que l'on veut, c'est représenter le processus hydrologique de la manière la plus précise possible, parce que si on utilise le modèle a posteriori pour regarder l'impact des changements climatiques, on veut être capable de prédire le changement pour la bonne raison. À titre d'exemple, des échelles spatiales. Dans les cadres de travaux postdoctoraux de Denis Alema ici, on a de représenter deux transects d'arbres et au bas de chacun et à différentes profondeurs, on a des sondes FDR où est-ce qu'on regarde l'humidité du sol. Vous avez le système de culture intercalaire, des arbres de gauche et droite et une culture fourragère entre les deux. Et on regarde la variation de l'humidité en profondeur et de gauche et à droite d'une rangée d'arbres. Alors, ce que l'on voit, donc les deux graphiques d'évolution de l'humidité du sol en fonction du temps, ce qu'il nous démontre, c'est tout de suite près du tronc, il y a une concentration de l'eau, l'eau qui est captée par la canopée, coule le long du tronc et il va humecter directement le sol en dessous. Et on peut voir, suite à cette pluie de 71 mm, une variation assez importante de l'humidité du sol. De part et d'autre, la frondaison protège l'arbre. Il n'y a pas tellement d'eau qui tombe directement. Par contre, on descend plus profondément et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit notre signal de pluie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est un écoulement préférentiel le long des racines. C'est des défis si on s'intéresse à cela, mais à quelle échelle doit-on considérer ces phénomènes-là pour que ça soit important à l'échelle du bassin versant? Là est toute la question. Au niveau des opportunités de recherche, on peut les scinder en trois grands groupes. Cycle de l'eau, agent de changement. L'eau et la vie, ce qu'on va appeler l'éco-hydrologie, donc l'impact, si vous voulez, des végétations, la modification des patrons de végétation suite à l'apport en eau. L'eau de qualité pour les populations et les écosystèmes. On se rappelle bien des quatre composantes. On va s'en servir pour faire l'étude des processus en hydrologie. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux interfaces du cycle et dans un deuxième temps, dans les stocks. Donc, à différentes échelles spatio-temporelles, on va être intéressé à étudier des phénomènes à des échelles spatiales qui vont avoir un intérêt par rapport à la gestion de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour quelqu'un qui gère un bassin versant pour des prévisions hydrologiques, pour des crues et des sécheresses, ça va être le bassin versant, mais pour un agriculteur, ça peut être juste son champ. Et juste son champ, pour lui, il a besoin d'avoir une connaissance précise des phénomènes pour pouvoir anticiper ce qui va se passer et ce qui va le guider à faire son irrigation ou implanter ou pas un système de drainage. Et on a vu dans les présentations depuis ce matin, il y a des paysages avec lesquels on a besoin d'informations criantes, et ce sont en particulier les milieux humides, les bandes riveraines. Et la grande difficulté en hydrologie, c'est qu'il y a des systèmes biologiques qui sont très adaptatifs, en l'occurrence les populations, la faune et la flore, ce qui augmente le degré de difficulté. Donc, au niveau des flux à l'interface atmosphère-surface, les flux d'infiltration, évapotranspiration, sublimation de la neige, érosion demeurent des processus qui sont difficiles à cerner et à bien modéliser d'une certaine manière d'un point de vue purement physique. Et évidemment, à l'interface haute-souterraine, haute-surface, la recharge demeure une problématique d'importance majeure. Au niveau des stocks, on va vouloir s'intéresser au temps de résidence. Est-ce que dans 10-20 ans, on va commencer à vouloir utiliser l'eau des Grands Lacs canadiens? Et à ce moment-là, est-ce qu'on utiliserait des eaux qui sont de type fossile plus qu'autre chose? Quels sont les apports naturels à ces lacs-là? Quel est le temps de renouvellement des eaux des Grands Lacs? Donc, c'est toutes des questions qui sont fondamentales. Et le parcours intramédium demeure essentiel pour bien comprendre le transport des contaminants, la formation de la glace dans les rivières, la formation de fragiles, les embarques de rivières. Donc, vous voyez, on étudie les processus hydrologiques à l'interface, de même qu'au niveau des stocks.
À titre d'exemple, dans le cadre, un des objectifs, parmi les 4 objectifs de thèse de Gwenaël Carrère, il a développé des petits modèles pour la modélisation des écoulements sur les milieux humides de type minérotrophe dans le nord du Québec. On a une représentation à droite d'une modélisation hydrochimique dans laquelle on tient compte vraiment d'une analyse isotopique de l'eau pour bien connaître l'origine de cette eau-là, qui nous permet, pour un hydrogramme donné, de bien déterminer l'origine de cette eau, quelle est l'eau qui provient de la partie forestière de la tourbière, quelle est l'eau qui provient de la partie tourbière de ce versant-là. Et à gauche, on a un modèle hydrologique standard, conceptuel, qui, au final, va faire une bonne prédiction de débit. Mais si on s'intéresse à un contexte de changement climatique, il ne pourra pas nous donner de très grandes réponses, le modèle de gauche, parce qu'on a la difficulté à valider les contributions souterraines ou les contributions de tourbières ou les contributions de la forêt. Donc, on peut se servir de l'hydrologie isotopique pour augmenter notre compréhension des processus et dans une finalité où est-ce qu'on veut comprendre les impacts de phénomènes de changement climatique. Oui, si on s'intéresse à un volume total, un modèle conceptuel peut nous aider à avoir une compréhension, mais le modèle qui, lui, est à base plus physique, peut à ce moment-là nous donner de l'information plus précise, à savoir d'où vient l'eau. Au niveau de l'instrumentation, les opportunités sont tout simplement fantastiques. On a de l'instrumentation de plus en plus sophistiquée, l'exploration géophysique GPR qui est utilisée, la scintilliométrie atmosphérique pour les flux de chaleur sensibles et bientôt, très très bientôt, pour les flux de chaleur latente, le lidar Raman pour l'évapotranspiration, la spectroscopie au laser pour la mesure des isotopes stables de l'eau, la topographie lidar qui a permis d'augmenter la résolution de la modélisation hydrodynamique. C'est des avancées qui sont fantastiques. La scanographie, et oui, la scanographie. Imagerie par INRS. À l'INRS, on a un type qui s'appelle Bernard Long, très entrepreneur, très visionnaire. Il a fait l'acquisition d'un scanner. Et Yann Perriard, qui est étudiant au doctorat à l'Université Laval sous la co-direction de Sylvio Gumière, Jean Caron et moi, a décidé de regarder pour les productions de canneberge l'impact de différents profils de sol sur, au final, les propriétés hydrodynamiques. On se retrouve dans une situation ici où est-ce qu'on a rempli une colonne de sable avec 2 types de sable, avec des granulométries différentes. Donc, on a un sable fin sur une longueur de 42 cm qui repose sur un sable fin sur une longueur de 14 cm qui repose sur un sable plus grossier de 500 cm. Ce que l'on voit d'illustrer ici, c'est la pénétration de l'eau au travers de ce cylindre de sable-là. Les producteurs de canneberge, lorsqu'ils doivent mettre en place des champs, doivent remanier le territoire et aménager le site. Et lorsqu'ils font cela, ils modifient la granulométrie. Cette granulométrie-là, elle va être mise en mouvement par les fluctuations de nappe. Et ces fluctuations de nappe-là vont venir changer justement les propriétés hydrodynamiques. Ce que l'on voit complètement à droite ici, ce sont différentes images prises avec le scanner qui nous permettent d'apprécier la variation temporelle de la densification, si vous voulez, de la colonne de sable. Ce que ça nous donne au final, c'est qu'avec le temps, la porosité effective va se déplacer, va même diminuer avec les profondeurs, ce qui fait que lorsqu'on retrouve dans le graphique du bas, dans le temps, la conductivité hydraulique apparente, parce qu'on a 2 sols en série, bien, elle va diminuer par un facteur de près de 3. Au niveau du lidar Raman, des travaux qui ont été faits à l'EPFL sous la direction de Marc Parlange, ici illustre la possibilité de visualiser et avec de l'information très quantitative, une distribution spatiale de l'humidité spécifique de l'air. Et avec des lois de similarité, on peut en déduire les flux de chaleur latentes. Finalement, d'autres travaux à la PFL avec des réseaux de senseurs à très très haute résolution nous permettent de pouvoir visualiser une variabilité météorologique ou encore ici tout simplement en termes de température, comment la température peut varier dans des cols, encore dans des Alpes suisses. Donc, toutes ces opportunités-là sont vraiment, vraiment excitantes pour les gens qui ont un intérêt pour les études expérimentales. Au niveau des systèmes d'information et plateformes de modélisation, il est clair, et Marie Larocque en a parlé plus tôt, on se déplace dans une mouvance de ce que moi j'appelle une modélisation télescopique, où est-ce qu'on va utiliser des modèles à différentes résolutions pour au final apporter une réponse à une question précise.
Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est ce que l'on voit de plus en plus aux États-Unis, où est-ce qu'on a un accès aux bases de données vraiment accru par rapport à certaines conditions canadiennes. On peut aller chercher directement en temps réel pour un modèle donné, construire la base de données du modèle hydrologique, par exemple. Ça se fait tout rapidement. C'est vraiment, il y a des avancées à faire, à donner accès à des données de haute qualité aux gens qui travaillent en modélisation hydrologique. D'autres opportunités que certains d'entre vous ont déjà exploitées, c'est le forage dans les grandes bases de données, le fameux data mining. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher dans des bases de données, aller chercher des patrons de données qui vont nous permettre d'avoir une appréciation sur certains phénomènes. Il y a les bases de données FluxNet, Grace, TRIM. Grace nous permet d'avoir une appréciation sur le stockage en eau. TRIM, une appréciation sur des patrons de précipitation. Il y a aussi les données simulées ou de réanalyse. On peut aller fouiller dans ces bases de données-là et développer des modèles. En l'occurrence, ici, je présente des travaux de doctorat de Patrick Gagnon, où est-ce qu'il a développé un modèle statistique qui permet de désagréger une précipitation à une résolution de 45 km et de l'amener à une résolution de 4 km, par exemple. C'est un peu les patrons que vous voyez ici. Donc, on va partir, par exemple, en entrée, ce que vous avez à droite, pour entraîner notre modèle avec une donnée observée qui, elle, est à plus fine résolution. Et une fois que le modèle est entraîné, il peut faire, à partir d'une donnée grossière, présenter un patron de distribution des pluies moyennes journalières sur différentes régions. Au niveau de l'analyse et solution de problèmes, on venait vraiment dans un contexte d'exposition, vulnérabilité et risque. Et l'exemple de cas qui nous touche le plus, il a déjà été évoqué aujourd'hui, c'est évidemment l'exemple de cas de la rivière Richelieu, du lac Champlain. La définition de base a été apportée ce matin par Christophe, mais au final, on s'est retrouvé au 13 avril avec un débordement qui a duré jusqu'au 19 juin, donc 67 jours, 4000 maisons inondées, des dizaines de millions de dollars en dommages. C'est loin d'être négligeable. Et évidemment, la Commission mixte internationale a été chargée de mettre en place un groupe d'études. Plusieurs personnes dans la salle étaient à l'automne dernier à Burlington, justement, pour penser et réfléchir sur cette situation-là, développer un plan d'études. Et ce que l'on retrouve à la base du plan d'études, c'est la modélisation hydrologique et la modélisation hydrodynamique. Donc, évidemment, on veut s'intéresser à évaluer les causes et les répercussions des crues antérieures dans le bassin versant, en se concentrant évidemment sur les événements survenus en 2011. Christophe, ce matin, a présenté des travaux assez éloquents à ce niveau-là. Et on veut évaluer les mesures d'atténuation de crues, mais toujours en considérant, et là, le discours change, d'inclure la variabilité dans les apports d'eau. Cette variabilité-là, dans un contexte de changement climatique. Donc, il est évident que les sorties des modèles régionaux du climat vont être utilisées dans le futur pour bien utiliser et essayer de comprendre ce qui peut se passer. Évidemment, ça ne peut se faire sans analyse de coût-bénéfice. Évaluer le besoin de cartographie en temps réel. Évidemment, au niveau des crues et des inondations, on a des populations à protéger, donc c'est non négligeable. Et ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il faut traiter la problématique dans son ensemble afin d'améliorer la capacité de prévision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, dans un premier temps, combler les lacunes d'observation. On a besoin d'informations supplémentaires. Je crois que depuis, on a déjà installé une station hydrométrique supplémentaire dans ce bassin versant-là. À tout le moins, au Québec, ça a été fait. Encore une fois, les milieux humides reviennent. C'est des éléments de paysage qu'on doit mieux comprendre au niveau de leur rôle hydrologique. L'impact des plantes aquatiques sur les écoulements fluviaux. L'agriculture sur la qualité de l'eau et l'érosion. Et, paradoxalement, ce qui est d'autant plus important, développer un modèle de formation éolienne des vagues et de formation de glace. Donc, on nous a parlé ce matin de l'effet des vagues, comment ça peut faire déverser de l'eau, que ce soit d'un réservoir ou d'un lac, sans précipitation, sans changement d'écoulement majeur. Juste le vent peut effectivement vidanger en partie ce lac-là. Maintenant, au niveau du besoin d'information, tous les professeurs, pouvez vous abstenir, les étudiants, s'il vous plaît, on sort le crayon, le papier. Donc, on a quelques équations ici. Est-ce que vous pouvez les reconnaître? Les deux du bas. Oui, en bas. Richard en bas. Les deux autres après. Saint-Venant 1D. Bilan d'énergie de surface. Ainsi de suite. Couplage, branche terrestre, branche atmosphérique du cycle de l'eau. Donc, ça s'arrête là pour les équations. Merci bien.
Ce qu'on a de besoin aujourd'hui pour travailler en sciences hydrologiques au niveau de l'avancement des connaissances, ça prend des formations solides au niveau des sciences pures et appliquées et évidemment des méthodes expérimentales. Au niveau des processus physiques, on doit être capable de les étudier à différentes échelles. Il n'y a pas de vraies et de mauvaises échelles. Ça, en partant, c'est important. Le processus étudié au mètre est aussi important que de dégager le processus dominant à une plus grande échelle spatiale. Tout ça, ça a un intérêt pour l'hydrologue par rapport à la question qu'il se pose. On l'a vu, selon le problème qu'on se pose, l'échelle va déterminer l'outil ou l'approche. Au niveau de l'instrumentation, il y a de l'instrumentation conventionnelle qui existe. Il y a aussi un besoin de développer en collaboration de nouveaux senseurs, de nouveaux capteurs. On a vu ce que des réseaux sans fil à haute densité peuvent apporter comme information. L'archivage et l'accès en ligne en temps réel. Maintenant, on peut installer des sondes à humidité du sol, des sondes, et on peut aller voir, même si notre champ est à 30 000, 40 000 de notre site de travail, on peut aller voir en temps réel, justement, la donnée d'humidité du sol, parce que ces produits-là, lorsqu'on installe les sondes, l'information va être transmise directement à des bases de données et on va pouvoir voir presque en temps réel l'humidité du sol. Les méthodes de traitement de données, elles vont devenir plus sophistiquées, mais il va aussi avoir des produits relativement intéressants. Au niveau des mathématiques appliquées, les méthodes numériques, statistiques, multivariées de régression, ils prennent toute leur importance lorsque l'on doit utiliser justement les outils de modélisation. Et à titre d'exemple, ici, des problématiques de couplage de modèles, c'est non trivial. Dans le monde météorologique, on a développé un modèle qui s'appelle The Weather Research Forecast System, où est-ce que plusieurs gens collaborent à développer le modèle. On pourrait penser qu'une communauté d'hydrologues pourrait développer ce genre de modèle-là. Et ça se parle évidemment déjà aux États-Unis, de par le consortium universitaire sur l'avancement des sciences hydrologiques. Évidemment, on veut toujours se concentrer sur les représentations des processus de manière conséquente. Et plus on va être petit, plus on va avoir un besoin d'informations très précis. Et lorsqu'on va vouloir faire une modélisation à plus grosse échelle, de manière plus macroscopique, à ce moment-là, la représentation paramétrique va devenir très, très importante et aussi très difficile. La conductivité hydraulique sur 1 mètre carré ou 1 mètre cube, c'est une chose. La conductivité hydraulique à saturation sur 1 hectare, c'est autre chose. Toujours aussi dans des prérogatives de modélisation opérationnelle versus la modélisation de recherche, il y a des questions de stratégie de calage et de validation des bassins jaugés ou non jaugés, calage automatique, plusieurs fonctions objectives, analyse de sensibilité et d'incertitude. Vraiment, les défis sont là et ils appartiennent à tous ici dans la salle. Finalement, voici Bucky. La recherche en hydrologie au Québec, c'est aussi prendre le temps d'observer un ruisseau après un redout hivernal sur un couvert de neige raffermi par un système de haute pression, nous rappelant la variabilité intrinsèque de notre climat actuel. Merci.